Action. Bon, Georges, tu nous as apporté des objets alors. Qu'est-ce que c'est Bah non, c'est Georges Tony, c'est pas Georges. Bon, Georges Tony, tu nous as apporté des... Non, parce qu'après, c'est une autre histoire de Georges Tony, pourquoi c'est arrivé Tony et tout ça, mais Pourquoi je peux la raconter, mais... On va dans ce Georges Tony. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? On se demande depuis tout à l'heure. Là. Et ben il y a les objets que tu m'as demandé d'apporter. J'aimerais bien les voir s'il te plaît. Maintenant, tout de suite. Ouais. C'est la question d'introduction, c'est ça, c'est les objets. C'est une façon de commencer comme une autre. Oui, mais ceux qui ne connaissent pas véritablement le travail de Georges Tony Stoll, quand même, tu ne lances pas à propos de son travail, tout ça, etc., non? Tu veux que je fasse un... J'ai rien préparé du tout, mais je peux improviser un pitch, mais... Bah ouais, improvise un pitch, parce que ce terme pitch aussi, moi ça m'amuse, mais bon, vas-y, pitch. Désolé, je parle pas beaucoup en anglicisme. Oui, mais pitch. Débile en mot anglais. Pitch. Alors, Georges Tony Stoll. Alors, comment décrire ce travail? C'est un travail qui est assez inclassable, qu'on a du mal à mettre dans des catégories, on va dire plutôt. Que inclassable, il est plutôt non classé, on va dire. Photographie, vidéo, sculpture, peinture, canevas. Ouais. Il me semble que j'ai vu la dernière expo à Noisy, j'ai vu l'expo chez Agnès B. il y a une dizaine d'années, Ouais. et une présentation au CAPC qui m'avait énormément impressionné dans les années 90. Et même c'est la seule fois où je suis intervenu dans une conférence publique pour dire que j'aimais beaucoup le travail à la fin. Voilà. Ouais. C'est un travail assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise de cohérence qui est difficile à cerner. Donc ça joue à la fois sur les œuvres d'art dans leur autonomie et sur un principe d'exposition où finalement c'est pas la construction d'un discours ou d'une grammaire aboutie ou finie. On a toujours l'impression d'espace ouvert. On remarque l'utilisation d'appareils qui sont assez analogiques, oui, comme on disait, donc un goût pour les matières qui est très très important, mais ce qui me touche le plus dans ton travail, là je résume comme ça vite fait, c'est l'aspect biographique, l'aspect sentimental, voire amoureux, qui est mis dans les travaux un par un. On sent une proximité avec les modèles, on sent une sorte de vécu, et il y a, comment dire, avant de parler d'art ou d'art pour l'art, etc., on a l'impression que ça parle de personne, en fait. D'humain. Et là je t'arrête un peu. Ça cause un peu l'histoire qu'on a, dans laquelle moi je me suis laissé faire d'ailleurs au milieu des années 90, quant à la question de l'identitaire, je crois. Parce qu'en même temps, dans ce que tu viens de dire, je crois que la majorité par exemple des hommes qui sont dans mes photos, je les connaissais très très peu. Il y en a un qui était, parce qu'il est plus, je ne le photographie plus, mais qui était souvent dans mes photographies, c'est l'homme avec qui je vis. Et puis en même moment, quand j'ai commencé à photographier au début de notre histoire, c'était une période aussi où je me photographiais beaucoup moi-même, parce qu'à des moments donnés j'étais pressé, et l'appareil que j'utilisais avait un retardateur. Et que comme j'avais compris qu'est-ce qu'était le système d'un cadre, et que j'avais compris qu'en fait, dans mon regard, j'avais le cadre photographique, c'est-à-dire je savais ce qu'était un cadre, en fait, je ne me trompais jamais. Et il y a pas mal de photos que j'ai faites grâce à ce retardateur, et où je suis à l'intérieur de ces photos, et exactement à la place que je voulais, exactement, tu vois, voilà. Donc, mais non, parce que non, la majorité des hommes qui sont dans mes photographies, ce sont des hommes que je n'ai connus très très peu. Alors, tu as dit amoureux. Ouais, j'ai dit, ouais, c'est un peu exagéré. En tout cas,
Non, ce que je dis chaque fois qu'on me pose la question, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans vos photographies, je réponds simplement, bon, bien entendu, il y a la loi du désir, hein, mais c'est jamais suffisant, la loi du désir, parce que la loi du désir, finalement, elle rétrécit le cadre, elle rétrécit le champ, finalement, si tu vois, c'est jamais suffisant. D'autant plus qu'il y a des choses qui ont été faites par des homosexuels et qui, comme Mankiewicz par exemple, le fameux metteur en scène de La Comtesse aux pieds nus, et c'est La Comtesse aux pieds nus quand même, c'est pas une histoire, c'est pas une autre histoire que l'histoire sublime de cette femme. Et que cette femme dans La Comtesse aux pieds nus, même si à un moment donné elle doit apparaître comme un vrai personnage, presque une idole, c'est l'idole de tout le monde. Ce n'est pas l'idole d'un homosexuel. Tu vois là, tu sens la différence. Bon. Moi, je crois qu'en fait, s'il n'y a que des hommes dans mes photographies, c'est parce que je suis très sensible finalement au devenir humain et qu'il y a quelque chose de l'ordre qui serait plus proche de l'ordre de l'inconnu et qui me fait penser toujours, c'est un exemple que je sors toujours quand j'étais très jeune, que j'ai découvert le cinéma russe. Du début des années 20, Eisenstein, ses copains, etc. Et je me souviens de moments de films incroyables où, particulièrement, mais je crois que c'était dans le film d'Eisenstein, Ivan Terrible ou quelque chose comme ça. À un moment donné, on est dans le cadre, il y a un paysage fou, presque désertique, presque, enfin fou, quelque chose de fou. Et à un moment donné, le cadre est traversé par une femme. Et donc il filme la femme qui traverse le cadre, et un moment après, un homme traverse le cadre. Donc dans l'histoire, certainement, l'homme devait être à la poursuite, ou enfin en tous les cas suivre cette femme. Et le souvenir de la sensation que j'ai eue, c'est que la femme portait tout l'avenir de l'homme, de l'humanité, de l'humain, tout l'avenir de l'humanité. Peut-être bêtement parce que justement à cause de cette histoire de maternité, j'en sais rien, toute sa force en tous les cas, quelque chose de l'ordre de la force, de l'ordre de... Et l'histoire nous a donné les preuves, enfin, combien les femmes ont été des fervents de révolution, combien elles ont été presque les pierres des révolutions, enfin, hein, bon. Et l'homme, le souvenir que j'en continue à avoir, lui portait toute l'inconnu, toute la détresse, tout l'inconnu, toute l'instabilité du monde, tu vois, en termes simplement de sensations. Je crois que c'est ça qui se passe dans mes photographies. Ces hommes-là, il n'est pas tellement intéressant de savoir qui ils sont, réellement, pour moi. Ils deviennent simplement... ils ne sont pas non plus les personnages d'une histoire possible. Ou alors ils sont les personnages du monde. Si on peut commencer comme ça à penser aux êtres humains comme des personnages, voilà. Mais ils sont simplement ça. Et donc des anonymes. Je suis très intrigué par l'anonymat, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que je suis sûr que chacun, nous portons en nous une part de l'histoire universelle, que tout le monde est histoire, que tout le monde fait l'histoire. Qui que nous soyons, où que nous nous trouvions, et j'en suis persuadé de ça, voilà. Et donc, ce sont plutôt des anonymes, voilà. Et ils sont même officiellement des anonymes, d'ailleurs. Et dans des formes tout à coup de manipulation, alors ça, après, il y a eu l'expérience, parce que ça, c'est mon éducation, l'expérience de la performance. Et donc, dans des histoires tout à coup de coups tentés, de manipulation avec le corps, avec les objets, avec l'utilisation des objets, enfin je ne sais pas, tout ce qui risque de se passer dans mes photos. Et d'ailleurs, quand finalement je photographie des objets, je photographie des corps aussi, donc c'est à un moment donné, très jeune, moi j'ai toujours été très intéressé par le mécanisme, les mécaniques, la mécanique, voilà. Et pour moi, par exemple, un objet, très clairement, a un corps, a une réalité, a une autonomie. Et que ce qui est toujours très intriguant quant à l'objet, c'est le lien forcené avec la main et l'esprit et le corps, souvent,
l'esprit, le corps souvent, les mains souvent de l'homme, quoi. Comme si en fait il y avait une espèce de force obligatoire qui unissait le corps à l'être humain. Mais alors, par contre, tout ce que tu as dit auparavant, je suis absolument d'accord. Je t'ai repris là, cette histoire de. Alors, l'affect, tu as dit amoureux, c'est ça? Tu as dit amoureux? Oui, je redis, c'était un peu exagéré. C'est ce côté, comment dire, très tactile en fait, où à la fois dans les photos et à la fois dans les images, qui donne cet aspect un petit peu. Bon, en même temps, ça c'est aussi peut-être l'histoire de l'art, puis c'est aussi peut-être l'histoire de l'art moderne, dans la mesure où, bon, moi je suis un homme qui a grandi là-dedans, quoi, dans ces deux histoires, l'histoire de l'art et puis l'histoire de l'art moderne, surtout, quoi, voilà. Et dans toutes les expériences qui ont été comme ça impulsées depuis la fin du 19e, bon, en tous les cas, particulièrement dans le 20e siècle, m'ont toujours enfin, c'est ma culture, quoi, tu vois, voilà, je crois. Et le corps, la place du corps là-dedans, on a pensé qu'à partir du milieu des années 80, dans la mesure où officiellement le champ de la théorie était fermé, hein, après Kossuth. Hein. Ah bon? Oui, bien sûr, le champ de la théorie est fermé. Nous, les artistes, nous travaillons plus que dans des champs ouverts, d'autres champs, mais qui ne sont plus celui de la théorie, non? Les artistes ne travaillent plus dans le champ de la théorie. Oui, bien sûr. Laquelle? Non, plus du tout. Moi, je vois des artistes travailler dans le champ de la théorie ou beaucoup utiliser la théorie dans leur pratique. Non, mais ça, c'est parce que ça les arrange, ça les fait respirer, ça leur donne l'illusion, mais c'est terminé. La question a été réglée. C'est une chaise, c'est tout. La question a été réglée. En 67, l'exposition chez Léo Castelli, Kossuth, c'est une chaise, c'est réglé. La question a été réglée. Quant au vertige, non. Quant au vertige, après, ça ne veut pas dire que le vertige a disparu. Mais après, tout n'est plus qu'interprétation. C'est tout. Je veux dire, l'histoire de Kossuth, c'est la première pierre lancée par Duchamp, avec la première œuvre, l'appel. L'histoire de l'appel, je marche dans la rue, il neige beaucoup à New York, dans un magasin où on achetait tout et son contraire. Le mec avait fait une belle vitrine avec des pelles sublimes. Je vois la pelle et tout à coup je la vois comme autre chose qu'un objet. C'est ça l'histoire de la modernité. Quelle théorie? Il rentre, il achète la pelle, il fait un trou, il met machin, il accroche au plafond de l'endroit qui lui servait d'atelier et ça devient un objet d'art. Et moi je le crois. Je crois en ça. Je dis oui, c'est un objet d'art. L'urinoir, avec le nom du personnage de bande dessinée, le projet d'ailleurs envoyé de Philadelphie, l'urinoir, avec le nom, voilà, je le crois. C'est de l'art dont il est question. Quelle théorie? Mais je comprends pas encore cette histoire de fin du champ théorique qui serait remplacé par dans la mesure où en fait à un moment donné il a été nécessaire dans l'expérience de quelqu'un comme Malevich, de la production du carré sur fond noir, de dire voilà ce qui est non pas aussi un tableau, mais ce qui est le tableau d'ici et maintenant, d'aujourd'hui, ce qui est le tableau, tu vois, en 1900. Je ne me souviens plus la date exacte, 18, 17, 18, enfin tu vois. À partir de ce moment-là, on a une idée de ce que l'on peut se mettre à mettre en place, en effet, comme une théorie, qui serait une théorie sur le nom, la dénomination, l'interprétation, la traduction de ce que est un tableau, c'est-à-dire tout à coup de ce que devient une œuvre d'art. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça que moi j'appelle la théorie. Ok. Et dans toute cette période-là, jusqu'à la fin des années 60, de toutes les expériences que l'on a pu vivre et connaître,
que ce soit même dans l'idée de cet expressionnisme, dans l'idée du dripping, par exemple, de Pollock, là, il y a un champ théorique. Tu vois? Ok, c'est voilà. cette autoréflexivité. Voilà, là, il y a un champ réel, théorique. Qu'après, l'intelligence de cette production était, et pourtant, pour moi, c'est très clair, c'est vraiment très, très, très clair. Il est le seul à proposer ça dans cette période-là. Après, donc, l'expérience du minimal, du concept et de l'art conceptuel, là, il y a un vrai champ théorique. Oui, tout à fait. Quant au dédoublement de notre intelligence, pour voir non pas ce qui apparaît à l'arrière de l'œuvre, mais ce qui s'inscrit à l'intérieur de l'œuvre et qui nous doit faire comprendre différemment les phénomènes du monde. Tu vois? Ouais, je suis. Et donc, pour moi, mais je ne sais pas si je ne pense pas être le seul à le dire, mais à partir du début des années 80, les artistes sont rentrés. Alors là, ce qui s'est ouvert, par contre, c'est une multitude de champs qui peuvent tous aussi peut-être promulguer un type de théorie auquel moi je ne suis pas sensible parce que je connais déjà tout ça. Tu vois? Voilà. Ou des théories qui sont plus dialectiques, plus contradictoires, plus étoffées, plus superposées les unes aux autres. C'est-à-dire, après, il y a la question ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'est que la question de l'œuvre n'était pas... la question n'était pas de régler l'œuvre. Hein. Même dans l'expérience de Duchamp, je crois, il dit c'est une œuvre. Il dit pas... non, il dit c'est une œuvre. Hein. C'est une œuvre. C'est vraiment une œuvre. D'ailleurs, après, quand on voit toutes les manipulations qu'il a faites, enfin bon, voilà. Hein. Quant avec l'utilisation de ces objets, c'est une œuvre. Peut-être aussi que simplement, il y a. Donc, alors, l'œuvre n'a jamais été comme ça, comment dirais-je, n'a jamais disparu. Et que. Maintenant, peut-être que le risque, après, c'est que l'œuvre disparaisse parce qu'elle est entourée, enfermée, enveloppée, enfermée, contrainte dans le discours. Voilà. Moi, je trouve, mais bon. Souvent. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Je n'ai pas d'exemple en tête, là. J'ai pas d'exemple, là. Comme on pourrait parler d'un artiste, mais là, j'ai pas d'exemple. J'ai vraiment pas d'exemple. D'œuvres enfermées dans le discours? Oui. Dans les années 70 et 80? Non. 70, restons-en là. Non, à partir des années 80. D'une œuvre qui sont enfermées dans un discours, j'ai pas d'exemple. Enfin, c'est pas grave. Alors, pour revenir à mon travail, donc, oui, c'est de ça. C'est comme si en même temps, peut-être à un moment donné, en ce qui concerne la photographie, d'ailleurs tout le reste, parce que le reste serait donc les restes hypothétiquement produits par les hommes qui sont dans les photographies, peut-être. Hein, je ne sais pas. J'ai une idée comme ça en ce moment à laquelle je réfléchis, mais je ne sais pas. Et, ce serait... des vestiges? Peut-être, oui, des restes, comme des restes. Je crois beaucoup à ça, aux restes. Et aux traces, aux restes. C'est des choses comme ça qui m'ont toujours intrigué, par exemple. Voilà. Pour une anecdote comme ça, j'ai fait une seule photographie avec des chaussures parce que je ne peux plus photographier de chaussures à cause des photos de Auschwitz, des tas de chaussures d'Auschwitz. Je ne peux pas le faire. Je l'ai fait une fois comme ça, toute une série de baskets. J'avais fait une forme comme ça aussi. J'avais rajouté une forme comme ça, presque comme un type de sculpture comme ça j'ai fait des photographies aussi où je me trimballe cette forme, une espèce de drôle de sculpture qu'on peut se trimballer comme ça sur son dos. Et c'est la seule, parce que les photographies, j'ai fait une seule photographie avec des vestes aussi. Voilà. Ce sont par exemple, ce sont des objets qui sont trop lourds pour moi, par exemple. Les habits. Les habits, oui. Parce qu'alors là, en termes de traces, ce ne sont pas des traces, là, ce sont vraiment des corps, quoi. Mais, alors oui, des restes peut-être. À propos des restes, ouais, à propos des restes. Et puis, en ce qui concerne aussi l'actualité, la façon dont on s'occupe et dont on occupe l'espace et la façon dont
on vit des formes de soumission. Quant à peut-être aux objets, par exemple, la soumission au téléphone portable, par exemple. C'est quand même hallucinant de prendre le métro, il y a 30 personnes, il y a 27 personnes qui regardent leur téléphone portable. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon. En même temps, moi ça ne m'effraie pas parce que je trouve ça magique, parce que je sais que bientôt on pourra voir des films en entier, peut-être que bientôt tout le monde se fera des choses comme ça. Tu vois. Ouais. Donc en même temps, je dis, c'est aujourd'hui, ça va, j'ai aucune emprise du temps où tout le monde se regardait ou ne se regardait pas, etc. Alors que tout le monde maintenant regarde son téléphone portable. Par exemple, dans ce lien-là. Je ne crois pas que ce soit intéressant de faire une œuvre quant à ce lien-là. Mais peut-être que ce qui se passe chez moi, ce n'est pas je ne veux pas contredire cette réalité-là, je ne veux pas la contredire. Parce que je vis dedans, j'essaie d'en sortir avec ça. Cette théorie de... Mais je pense qu'il y a quelque chose comme toujours un endroit inconnu, ou peut-être inconnu. Alors là, c'est de fiction dont il est question, où il y a toujours un endroit, alors s'il est inconnu, il deviendrait peut-être céleste, pourquoi pas, allons-y. Mais il y a toujours un endroit peut-être où en fait il y aurait une espèce de désertification de tout ce qui nous paraît nous contraindre actuellement. Je serais peut-être ça, ce que j'appelle le territoire de l'abstraction, plus du lieu où toutes les... Ça des trous aussi. Voilà, le trou, voilà, ouais. Où à un moment donné tout se mélangerait, le vrai, le faux, le vécu personnel, le vécu universel, la traversée d'expériences, quelle qu'elle soit, sans hiérarchie, de l'expérience la plus anecdotique à l'expérience la plus exceptionnelle. Enfin, bon, c'est ce que j'appelle plus ou moins ça, le territoire de l'abstraction. Je serais peut-être ça, cet endroit-là. J'ai envie de penser qu'en fait, tout le monde a la possibilité à un moment donné, de traverser cet endroit-là. Parce que là, je ne peux pas le définir, je ne peux pas dire. C'est même une belle définition de l'exposition, cette espèce de cosmos désorganisé, les objets, les états, les gens, les psychologies, les traces. Et aussi, peut-être, les vivants. Et peut-être, comme tu as dit, là, justement, aussi, peut-être un sentiment amoureux. Peut-être, je ne sais pas ça. Ce que je sais, c'est que l'art est pour moi un endroit aussi où je peux vérifier, voilà, où je vérifie tout un ensemble de choses. Ah, ça c'est rigolo. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Mais c'est pas une approche scientifique pour autant. C'est pas une approche expérimentale. Tu te dis, je vais trouver que cela, alors je vais le vérifier. Non, parce que je ne pense pas que je sois là pour ça. Je ne pense pas. Et les artistes qui ont été pour moi, qui ont fait peut-être l'artiste que je suis, je ne crois pas que c'était leur réel projet. Oui. Quelqu'un comme Joseph Beuys. Tu vois, à propos de Joseph Beuys, on dit très rarement, on dit que ce type a commencé, après son expérience de la guerre, etc. Un jour, il s'est rendu compte qu'il avait comme une forme d'attraction par rapport à l'image. Et la première image sur laquelle il s'est fixé, ça a été l'image de la crucifixion. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Pendant 3-4 ans, Beuys n'a travaillé que sur l'idée de l'image de la crucifixion. Tu vois, par exemple, Joseph Beuys. Je suis pas au courant. On me fait signe qu'il faudrait voir l'objet. Qu'est-ce que tu en penses? Vous ennuyez? Moi, je suis pas très fort en Beuys, c'est quoi. J'ai des jours sans et des jours avec. C'est vrai? Ouais. Non, alors, moi, voilà, ce que j'ai amené comme objet, j'ai amené 2 œuvres, bien sûr. Très bien. Bah oui, parce que... Des nouvelles œuvres? Non, mais je l'ai dit, que je n'avais pas une relation à l'objet particulière, ou alors contradictoire quand il sort de chaussures, tout ça, ça va? Oui. Je dis ça, déjà. Oui. Donc, moi, j'ai amené 2 œuvres. Alors, une fameuse peinture en laine. Voilà, tu vois, par exemple, l'expérience de la bêtise, tu vois, l'expérience de la bêtise. Voilà. Et puis, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait à Nazi. Sauf que c'était des formes géométriques, les canevas. Oui, non, mais ça, c'est encore plus. Et d'ailleurs, des formes d'arches comme il y avait chez Agnès B. Et c'est encore plus c'est encore plus bête. Je montre ça à la caméra, c'est superbe. C'est censé rester comme ça ou être encore... Oui. Là, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Et c'est censé rester comme ça? Non, ça va être après tendu, etc. Alors, ce qui m'a intéressé dans ces histoires d'amener des œuvres, parce que ce sont des objets,
Et là, elles ont peut-être encore plus une réalité d'objet, c'est qu'en fait, elles vont être la peinture en laine va être, parce que c'est pas un canevas, c'est une peinture en laine, vont être encadrées, et que ce diptyque, et je vais raconter l'histoire de ce diptyque, va bien entendu, même si, tu vois, regarde comme ça marche très bien dans ce format. Tu vois, ça marche très bien dans ce format. Non? Ouais. Je suis d'accord. Bon. Et... Non, mais moi, ça m'a... Enfin bon, je m'occupe de moi, d'accord? Et donc, après, on en reparlera. Et puis, donc, j'ai emmené, tiens, tu veux les machins, les tenir comme ça? Ah ouais? Voilà. Alors, c'est un diptyque qui s'appelle L'horizon perdu. Qui est tout récent. Alors, il est tout récent parce qu'en fait, donc j'en profite. Alors, on va commencer par l'histoire de la peinture en laine, puis on parlera après du diptyque, non? Comme tu veux. Voilà. Je sais pas si... Alors, je ne me souviens... Allons-y. Il faut que j'aille vite. D'accord. Bon, je me souviens plus quand est-ce que j'ai eu besoin, c'est pas envie, une idée ou n'importe quoi, de commencer à faire ça. Je pense, sans souvenir d'ailleurs des tapisseries, j'ai aucune culture de la tapisserie, je ne sais pas ce que sont les tapisseries, je m'en fous en fait, les tapisseries, je m'en fous, d'accord? Même quand c'est d'après un dessin de Poussin. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris un jour d'avoir envie de vivre justement cette forme de mécanisme. Ouais, d'automatisme. C'est-à-dire devenir, moi, une machine comme ça, parce que, en fait, c'est fait très simplement, hein, c'est tous les 6 points ou tous les 5 points, donc c'est du remplissage, en fait. Donc c'est en fait l'idée de, je remplis avec le pinceau les espaces, et puis là, je le fais carrément avec la main, et voilà. Comme le ferait n'importe quel marin quand il s'occupe de ses filets, même si je n'ai pas pensé au marin et à ses filets, mais enfin bon, une espèce de mécanisme comme ça. Et puis, quand on fait des photographies, ça vient, ça passe par, waouh. Après, il faut attendre le développement pour arriver à voir les petites machins comme ça, et puis savoir qu'en fait, en effet, la photographie a été faite. Là, il faut du temps. Donc, il y a le temps comme ça de l'apparition, il y a une espèce de temps comme ça. Et qu'en même temps, je pourrais totalement qualifier d'expérience bête. Ouais. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas d'un investissement intellectuel puissant. Je ne sais pas. Là-dedans, il n'y a pas non plus l'image des femmes qui vont dans les magasins, qui s'achètent, celles qui font les têtes de berger allemand ou celles qui reproduisent tel tableau enfin tel. Non, il n'y a vraiment pas ça. Il y a l'expérience, cette nécessité, et qui finalement aussi de vivre ce type-là, ce type d'expérience d'une manière aussi totalement contradictoire. Parce que par exemple, je pourrais demander pour faire un format comme ça, je pourrais demander à trouver quelqu'un de me le faire et puis de lui donner 200 €, et voilà, parce que ça va lui prendre, on va dire, c'est fait ça 3-4 jours, voilà, ça va lui prendre 20 heures et lui donner 200 € pour qu'elle le fabrique. Je pourrais faire ça. Il y a eu des toiles faites comme ça, Rosemary Troquel par exemple, mais elle le faisait, mais avec des machines à tricoter. Bon, donc il y a eu, je me souviens plus pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé le jour où je me suis retrouvé chez Modes et Travaux à la gare Saint-Lazare avec 3-4 dessins, et je dis à la vendeuse, voilà, je voudrais faire ça. Et donc elle t'a vendu un pattern non, elle m'a vendu, elle me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire, quel point, elle a commencé à me faire des démonstrations des points et tout, et rien ne me plaisait. Alors elle me dit, vous n'avez qu'à faire bête, et elle m'a dit, vous n'avez qu'à faire bête. Vous n'allez pas faire des points, vous allez faire des traits. Voilà, non, vous remplissez, vous choisissez, voilà, puis vous remplissez, vous aurez votre comment vous dites, j'ai dit, ce sera une peinture à l'aide, mais voilà, une peinture à l'aide. Maintenant, je suis super connu chez Modes et Travaux de la gare Saint-Lazare. D'ailleurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit chez Modes et Travaux de la gare Saint-Lazare, vous dites de ma part, vous serez reçus comme des rois et des reines. Et voilà, donc, mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est une espèce de drôle de présence tout à coup, qu'on n'arrive pas à qualifier, qu'on n'arrive pas à mettre quelque part, dont on ne sait pas quoi faire. Ça ne marche pas vraiment. Des gens m'achètent, des artistes m'ont acheté. Les gens dont les collections sont un peu particulières m'ont acheté ça. Mais ça, il y a toujours un côté un peu comme ça, une espèce d'étrange... on ne sait pas quoi faire de cette histoire-là.
on est surpris, on est intrigué, on est emballé, on est un peu déçu, justement, tiens, l'histoire des soi-disant nouvelles théories, on est déçu quand je dis que je ne le fais pas faire et que c'est moi qui le fais, parce que quand on me voit, rien en moi n'annonce un homme qui prend le temps de remplir, des trucs comme ça, parce que comme je suis comme une étoile filante, moi tout le temps je bouge, là, il faut... Non, on est un peu déçu que je ne dise pas, je le fais faire, hein? C'est tellement contemporain, tellement moderne ça, de dire je le fais faire. J'ai des assistants, j'ai une équipe. Voilà, j'ai une équipe, et voilà, c'est tellement moderne ça. Bon, mais non, je le fais. Donc j'ai eu envie de donc c'est un objet, et il est d'autant plus un objet qu'il n'est pas dans sa configuration finale. C'est-à-dire il reste, c'est ça, un truc comme ça, qui se roule, et c'est une œuvre. Voilà. Ah ouais. Donc j'ai pensé à ça. Et puis alors donc l'histoire de ça, c'est parce que j'avais envie de parler de ça. J'aime beaucoup ça, hein. Je trouve ça particulièrement, comment dire, tu prends pas ce mot au mal, je trouve ça particulièrement domestique. Oui, et cet aspect domestique, oui, ça voilà. me plaît là aussi, et voilà, bien sûr, il y a ça aussi, ouais. Bien sûr, il y a ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'après, il faut faire l'effort. Autant on sait pas où le mettre, autant c'est quand même assez... Oui. Mais après, il faut faire l'effort de dépasser, d'oublier peut-être tout ce que je viens de dire. Et de ne voir ça comme une des manifestations étranges qui peuvent arriver dans l'art. Voilà. Alors le diptyque, c'est un ventilateur. Alors le diptyque, voilà. Je vis entouré de mes photographies et j'en ai tout partout, sur mes bureaux, de partout, etc. Le fait est qu'à des moments donnés, je plonge là-dedans, je regarde des photographies d'ailleurs qui... Voilà. Et en fait, ces diptyques-là se forment, j'ai envie de dire indépendamment de moi-même, c'est que très vite les photographies se rapprochent et se forment et deviennent donc un diptyque, c'est-à-dire une œuvre qui est faite en 2 morceaux. Bien entendu, je ne peux rien dire sur qu'est-ce qui m'a réellement poussé à en effet dire ok, d'accord, ces photographies sont faites pour être ensemble. Quel serait le lien possible entre l'une et l'autre? Bien entendu, elles n'ont pas du tout été faites au même moment. Pas du tout au même moment. La photographie du ventilateur, c'est quand j'ai participé à la première biennale d'art contemporain de Berlin. Et dans la chambre d'hôtel, il y avait ce petit ventilateur comme ça posé à côté du lit. Bon. Et celle-là, c'est une photographie d'une série que j'ai faite d'un garçon qui à un moment donné d'ailleurs a eu une galerie à Londres qui s'appelle Alexandre Polazan, mais ça c'est une autre histoire. Et donc comme je fais des photographies avec des appareils automatiques, et donc il règle soi-disant la sensibilité, je savais fort bien que si je ne flashais pas, la série de portraits serait floue. Alors après il y a la question du flou, où à la fois je n'aurais rien à dire quant au flou, si ce n'est que c'est celui ou celle qui regarde la photographie floue qui va inscrire son propre sentiment quant à cette histoire du flou. Qu'est-ce que le flou entraîne. J'aime cette aventure comme ça de ces diptyques qui se forment, je dis indépendamment de moi. On fait beaucoup comme ça? J'en ai une quinzaine à peu près. T'en as toujours fait? J'ai toujours fait dans les dernières années, j'en ai toujours fait, oui. J'aime cette expérience. En très petit format, comme tu as dit. Non. Il y a des très grands formats. Il y a des diptyques de très grands formats de ça. Là, ce sont simplement des tirages de travail. Et j'aime cette expérience du hasard. Alors, le jeu du hasard, par exemple. Je peux vivre le hasard, mais je suis prêt tout le temps à le vivre. Donc je ne suis pas comme quelqu'un qui en tant qu'artiste, je pense, et puis en tant qu'homme, par ma sensibilité, je ne suis pas quelqu'un qui serait... l'histoire de la surprise, en fait, la définition d'être surpris, par exemple. Moi, je suis toujours moyennement surpris, c'est comme si je sais qu'il y a toujours quelque chose qui peut apparaître. Non pas qui peut m'arriver, parce que oui aussi qui peut m'arriver, mais surtout qui peut apparaître devant moi. Parce que je sais que ça marche comme ça. Peut-être parce que je vis dans un lieu où finalement tout est image, peut-être simplement parce que les images m'ont sauvé la vie aussi, je ne sais pas. Je crois qu'on va arrêter. C'est pas mal d'arrêter avec ça, les images ont sauvé la vie. Ouais.